Donc, le prochain intervenant est Patrick Baquet, qui est chirurgien viscéral à Nice, qui est ancien doyen de la faculté de médecine de Nice, et qui va parler de l'accréditation des opérateurs, qui est un sujet qui a beaucoup intéressé les doyens, justement, dans le cadre de cette formation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter ici, dans cette enceinte. Je voudrais remercier le Président Richman, Olivier Farge, pour coordonner cette séance, Dominique Franco et en particulier Philippe Marc, de m'avoir demandé de parler d'un exemple d'accréditation des opérateurs en chirurgie. Alors, je ne vais pas vous faire rêver, hein, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je ne vais pas vous parler d'imagerie 3D, je ne vais pas vous parler de casque virtuel. J'ai une déformation d'anatomiste, donc je suis chirurgien digestif, donc je vais vous parler de ce que je pense être nécessaire avec ma propre culture pour la formation de tout chirurgien. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Mon premier remplacement, le chef de service de la chirurgie de l'hôpital de Lourdes tombe malade et il trouve que c'était un ancien interne de Nice. Il appelle à l'aide et je fais mon premier remplacement à Lourdes le 15 août 1998. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Lourdes, le 15 août, il y a tous les malades les plus graves de France et d'Italie. C'est très impressionnant, je vous conseille d'y aller pour chercher le miracle qu'Alexis Carrel a étudié dans sa thèse. Et je reçois un adolescent qui présentait une douleur scrotale, une torsion de testicule. J'avais fait 6 ans d'études de médecine, 8 ans d'internat de chirurgie parce que j'avais de la recherche, j'avais fait beaucoup de choses, et je n'avais jamais opéré une torsion de testicule. Et ça m'a traumatisé, et j'ai opéré cet adolescent tremblant, je m'en suis sorti. Mais en sortant de cette intervention, je me suis dit comment ça peut être possible qu'après 14 ans de formation, on n'ait pas vérifié que je sache opérer une torsion de testicule. Et cet épisode m'a marqué, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fait une carrière pédagogique et universitaire. En 2023, donc 25 ans après, il n'y a toujours pas de certification, on ne sait toujours pas si les chirurgiens diplômés, quand ils vont prendre une fonction dans un hôpital, qui n'est pas un CHU, parce qu'ils ont été formés dans un CHU, mais souvent ils travaillent en dehors des CHU, savent faire des gestes de base. Alors en ce qui me concerne, j'ai lu l'excellent rapport d'Olivier Farge, extrêmement argumenté. J'ai eu personnellement, avec mon enseignement d'anatomie et de chirurgie, une réflexion de simplification. C'est quoi d'apprendre la chirurgie? Il y a 4 volets qui sont différents. Les fondamentaux, la procédure, skills en anglais, on appelle ça la médecine opératoire dans l'histoire de la chirurgie avant. Deuxièmement. Troisièmement, la décision chirurgicale. Quatrièmement, le savoir-être. Ce sont les 4 volets de l'exercice qui s'apprennent avec des méthodes différentes. Là, vous avez les définitions de ce que je veux dire par là. Les fondamentaux, c'est l'anatomie, la physiologie, la pathologie. La procédure, c'est la technique, la dissection. La décision chirurgicale, c'est savoir prendre des bonnes décisions. Et ça s'apprend avec des méthodes différentes et ça s'évalue avec des méthodes différentes. Alors, quand on se pose une question, il faut toujours se demander comment les anciens ont répondu à cette même question, parce qu'on n'invente rien, il suffit d'avoir fait un petit peu de recherche pour voir que les questions qu'on se pose ont été évoquées dans le passé. Les anciens ils disent, par de fréquentes anatomies, tu iras à la découverte de cet autre monde qu'est l'homme. Les anciens disent que la dissection des morts soigne les vivants, et ils disent surtout, avec Xavier Bichat, que disséquer en anatomie, faire des expériences en physiologie, suivre des malades et ouvrir des cadavres, voilà une triple voie hors laquelle il ne peut pas y avoir d'anatomiste, ni de physiologiste, ni de chirurgien. Alors, je vous avais dit, je ne suis pas moderne, ça se confirme, ce sont des choses qui datent de 300 ans. On vous a expliqué les 3 phases de cette réforme que j'ai subie en tant que doyen pendant 10 ans, parce que autant je trouve que la réforme du 2e cycle est intéressante, la réforme du 1er cycle, c'est une catastrophe, la réforme du 3e cycle pose un problème. Malgré toute l'affection que j'ai pour celui qui l'a coordonnée, c'est une réforme conçue par un médecin et qui n'a pas pris en considération les 10% d'étudiants et d'internes qui vont devenir des chirurgiens, avec les spécificités que pose l'apprentissage de la chirurgie que je vous ai résumé en introduction. Il y a 13 spécialités chirurgicales,
plus les spécialités interventionnelles qui sont bien détaillées dans le rapport d'Olivier Parge. Et les modernes nous ont pondu un décret qui parle essentiellement de phases, mais qui ne dit rien de concret en réalité. Et donc, depuis 25 ans, il n'y a toujours pas d'accréditation des internes. Un phénomène récent est à noter, inquiétant, c'est l'emprise de l'industrie chirurgicale sur la formation technique des chirurgiens. Pour ceux qui sont en chirurgie digestive, il faut voir ce que c'est que la puissance industrielle américaine qui commence à s'occuper de la formation. Je parle de la chirurgie robotique parce que j'en profite. Ils vous font voyager dans l'Europe entière en 5 minutes et ils vous font des formations de très haut niveau, totalement privées. Et les universités sont, on peut dire, quasiment absentes de cette formation de chirurgie évoluée. Ça pose quand même des problèmes de conflit d'intérêts. D'abord parce qu'il y a plusieurs marques de robots. Si on prend l'exemple des robots, mais on peut prendre l'exemple des stands, de tout ce qu'on veut. Et ça pose donc des problèmes de conflit d'intérêts qu'il faut quand même prendre en compte. Alors, l'accréditation et les accréditations n'existant pas encore réellement, on s'est dit, avec nos jeunes chirurgiens, et Gabriel connaît bien le docteur junior avec lequel j'ai la chance de travailler, je pense qu'il faut travailler avec les jeunes chirurgiens pour essayer de s'adapter. Et je suis en contact étroit avec ces réflexions par l'intermédiaire du syndicat. C'est important d'avoir une représentation nationale syndicale pour représenter les intérêts des internes. Et on s'est penché sur la première année, cette fameuse année dite socle, avec à Nice, dans ma faculté. Alors, la faculté de Nice, il y a 34 facultés en France. En dehors des 4 plus grosses, Lille, Paris, Marseille, Lyon, la plupart des facultés ont la même taille. Et c'est peut-être plus facile, ce que je vais proposer est plus facile dans les facultés de ma taille, c'est quand même beaucoup plus compliqué à cause de la taille de l'université. Cette phase-là de socle est fondamentale parce que je pense que c'est là où il faut inculquer aux chirurgiens la nécessité de s'accréditer et de s'accréditer très régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? On n'a pas encore commencé, hein, c'est un projet, mais c'est un projet pratique qui va prendre en compte la future promotion qui va arriver en novembre prochain, donc dans 6 mois. On va les accueillir et puis on va leur donner, alors il y a 18 internes de chirurgie, toutes spécialités confondues, vous ne c'est pas beaucoup, c'est une population à gérer qui est quand même importante, mais rien à voir avec Paris, mais il y a quand même 18 chirurgiens à former pendant cette année socle. Donc, j'ai convié tous les responsables de DES pour leur proposer un projet commun. Et ça, c'est difficile parce qu'on parlait de la libération des internes pour qu'ils puissent se former. Il faut que leurs responsables de service puissent les libérer. Et donc, les principes, c'est aller au laboratoire d'anatomie qui a été transformé en école de chirurgie et faire des choses qui les intéressent par rapport au choix de la spécialité qu'ils ont choisie, apprendre les gestes de base et surtout, on en parlait à un moment, dans notre versant, collaborer avec les élèves IBOD, c'est-à-dire faire une formation, un programme pédagogique à la fois pour les internes en phase socle et les IBOD, et organiser un jury. Alors tout ça n'est pas réglementaire, hein, ce n'est pas dans le décret, c'est ce que l'on a décidé qu'on allait faire entre tous les responsables de DES de ma faculté. On va recevoir les internes en novembre, dès qu'ils sont nommés, et on va leur expliquer ce qui va se passer. On va leur dire que 2 mois après, ils vont avoir un examen d'anatomie. Alors, vous savez que ça leur fait peur parce qu'ils ne connaissent rien de l'anatomie quand ils commencent l'internat, parce qu'ils ont tout oublié. Il n'y a quasiment pas d'anatomie dans le programme de l'internat. On va leur donner un livre, celui-là, gratuit, que je vais offrir à Philippe Marc pour le remercier de toute notre aide, de toute son aide, en particulier vis-à-vis du collège des anatomistes, suite à la crise des Saints-Pères. Et c'est un livre qu'on a écrit à Nice. On leur donne un livre et on leur demande d'apprendre les sujets d'anatomie de leur discipline. On va demander aux gynécologues d'apprendre l'anatomie génitale et puis on va quand même leur faire des objectifs pédagogiques un petit peu plus généraux. Et on va leur donner rendez-vous 2 mois après pour leur faire un examen de 60 questions. Et il faudra qu'ils soient capables, en début d'internat de chirurgie, de dire que l'artère carotide interne n'a pas de branche, à l'inverse de la carotide externe, et il faudra qu'ils sachent dire que ça, ce n'est pas la veine porte, c'est la veine cave. Alors ça paraît pour vous simple, mais je peux vous garantir que 100% des étudiants qui commencent l'internat ne savent pas la différence ou la savent peut-être pas beaucoup.
Donc, on va les évaluer, on va les noter sur un examen général d'anatomie en les ayant prévenus, en leur donnant le référentiel. Parce que le problème, ce n'est pas que le logbook, c'est le textbook. Avant le logbook, il y a le textbook. C'est-à-dire, c'est ce que mon maître, Maurice Lott, je ne sais pas si vous l'avez connu, un très grand anatomiste d'Amiens, disait « Le plus difficile en pédagogie, c'est de définir les objectifs pédagogiques. » Je pense que quand on a compris ça, on change sa façon d'enseigner. Définir les objectifs pédagogiques, c'est compliqué. À la première session, on va leur faire faire pour les ORL, les chirurgiens maxillofaciaux, les chirurgiens thoraciques, les chirurgiens digestifs, puisqu'il y a l'œsophage dans le cou, et vasculaires. On va leur faire le même exercice, c'est-à-dire une dissection, avec des objectifs pédagogiques prédéfinis qui seront indiqués là. Il faudra qu'ils lisent et qu'ils apprennent avant de venir. Et on va leur demander de disséquer tous les plans les uns après les autres et de mettre sur l'acte les différents éléments, de la superficie à la profondeur. Il faudra qu'ils aient appris ça avant de venir et on va les mettre 2 internes par corps avec une IBOD dans une simulation chirurgicale pour qu'ils puissent apprendre l'anatomie et la technique, la gestuelle opératoire de base sur cadavre, donc il n'y aura pas de problème de registre et de loi par rapport à l'identité des patients, puisque vous le savez, c'est anonyme. Lors de la deuxième session, on a prévu de leur faire apprendre les gestes de base d'urgence en chirurgie, que tout interne de chirurgie doit savoir faire. Vous les avez ici. On leur donnera aussi le textbook, tout simple, un livre qu'on est en train d'écrire. Alors, je ne peux pas vous le donner parce qu'on est en train de le rédiger avec mon docteur junior. Il faudra qu'ils aient appris ça avant de venir au laboratoire d'anatomie, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le plan procédural. Et à la fin de l'année, on va faire, après donc ces 6 rendez-vous, on va faire une commission d'évaluation qui va réunir tous les directeurs de DES. Ce n'est pas facile, hein, parce que chaque directeur responsable de DES a sa vision. Et on va évaluer les fondamentaux et la procédure par une épreuve de dissection anatomique sur la région de sa spécialité. On demandera par exemple à un gynécologue de nous faire une présentation de 10 minutes sur l'appareil génital de la femme en expliquant ce qu'il voit. On fera également une épreuve de dossier. On donnera un dossier pas compliqué, mais il faudra que l'interne sache s'exprimer pendant 10 minutes, comme au staff en fait. Il va falloir qu'il passe sur un cas clinique standard, qu'il soit capable de verbaliser et de formaliser sa pensée pendant 10 minutes. Et pour le savoir-être, on a une petite idée, mais ce n'est pas encore au point, de jeu de rôle où on pourrait imaginer, enseigner et évaluer le savoir-être en chirurgie. Alors, le jury donnera un avis, comme ce n'est pas réglementaire, tout ça, le jury, c'est-à-dire la réunion des directeurs, des responsables de DES, va donner un avis très favorable, favorable ou défavorable à la validation de la NESOC. Parce que cette réforme du 3e cycle est catastrophique dans la mesure où elle oblige, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les étudiants en 6e année de médecine sont obligés de dire « je veux devenir neurochirurgien » ou « je veux devenir chirurgien vasculaire », ce qui est totalement débile quand on fait de la chirurgie, parce qu'on sait tous qu'il faut mûrir pendant 2, 3 ou peut-être même 4 ans avant de savoir d'abord si on est fait pour la chirurgie, il faut au moins 2 ans, et après, pour savoir vers quoi on va, il faut vieillir. Avant, il y avait le service militaire, et c'était un moment un peu clé, le service militaire, où les gens décidaient, orthopédie, chirurgie viscérale. Tout ça a disparu, et imposer à un étudiant de 23 ans de dire qu'il veut devenir neurochirurgien sans rien connaître de la neurochirurgie, c'est aller dans le mur, et on a beaucoup d'exemples qui se dévoilent en fin d'année socle. Et c'est pour ça que cette réforme est, à mon avis, doit être amendée pour le moins, mais j'ai eu beau le dire plusieurs fois en conférence de doyen, personne ne m'a écouté, donc je ne peux pas être un bon pédagogue. Alors la suite est à imaginer pour bien sûr la phase d'approfondissement. Il faut que chaque responsable de DS organise la formation spécialisée, comme Gabriel l'a décrit, je pense qu'il faut aller du textbook au logbook pour qu'il y ait d'abord les objectifs pédagogiques et ensuite la validation, et son idée est très intéressante avec tout ce qui peut être produit, en particulier en publication scientifique pédagogique. Alors, la suite, voilà, rapidement, et en conclusion. Je pense que ce qui est important, c'est d'instaurer la culture d'une accréditation rigoureuse dès la première année de chirurgie. Il faut que les internes s'habituent à être évalués, pris à la gorge, si j'ose dire. Moi, c'est comme ça que je fais quand ils arrivent dans mon service. Je les prends à la gorge sur le plan anatomique, c'est-à-dire que je leur pose 50 000 questions d'anatomie pour les mettre devant leur ignorance anatomique, comme la base.
en début de formation, il faut qu'ils acceptent ça, même si ce n'est pas réglementaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une collusion de responsables de DES pour que les choses se fassent. Ça pose trois problèmes. Le problème, ça a été évoqué, les infrastructures, les écoles de chirurgie, il faut les adosser au laboratoire d'anatomie, il faut sauver le don du corps à la science. L'affaire des internes ne va pas aider, on fait tout pour sauver le don du corps, et c'est pour ça que Philippe Marre nous a beaucoup aidé en venant à nos réunions d'anatomistes. Il y a un nouveau décret, bon, il faut absolument sauver le don du corps. Dans les pays où il n'y a pas le don du corps, c'est une catastrophe, la formation des chirurgiens. Il faut s'organiser, décider de s'organiser, soit par faculté, soit par région, mais plus on augmente en taille, plus c'est difficile sur le plan logistique. Il faut trouver des financements, et le problème du financement est un gros problème, je suis d'accord, surtout quand on achète du matériel moderne, des robots, mais il n'y a pas que ça, il y a les prothèses, il y a les boîtes. Il faut aussi collaborer avec les écoles d'IBOD, ça c'est très important pour apprendre à travailler ensemble. Alors l'imposer à tous, ça me semble compliqué, mais je pense qu'il faut quand même que dans chaque faculté, il y a plusieurs initiatives, il faut que ça se sache. Je pense que c'est le rôle de l'Académie de chirurgie de promouvoir tout ça. Et enfin, le problème de la recertification tout au long de la carrière est encore un peu plus complexe, mais je pense que c'est nécessaire. Il faut les infrastructures adaptées. Tout ça passe par une nouvelle organisation des laboratoires d'anatomie qui doivent évoluer vers les écoles de chirurgie avec les centres de simulation. C'est un peu ce qui se passe, mais peut-être qu'il faudrait le formaliser sur le plan réglementaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, c'est très clair et très concret avec des propositions déjà mises en application. Donc vous avez l'expérience et qui sera ainsi plus facile à argumenter et à défendre dans les propositions qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Le dernier point va être abordé par l'orateur suivant, la question de la recertification. Je vois une question de Bernard Cron à distance, donc on va lui donner la parole. Bernard? Micro. Bernard, micro. Voilà, c'est réactivé. Oui, je suis très content de cette intervention et je voudrais commencer par une phrase de Victor Hugo. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Vous êtes en train de démontrer que le concours d'internat qui préparait à être chirurgien permettait d'apprendre l'anatomie, la physiologie, la pathologie, et les internes étaient dégrossis en démarrant leur internat à tout ce que vous voulez proposer maintenant. Et d'autre part, les internes préparaient des concours pour l'anatomie pour devenir projecteur ou chef de travaux, et l'anatomie était apprise et perfectionnée en cours de cycle. Je crois malheureusement qu'il faut revenir vers ce qui était bon dans le passé si on veut pouvoir arriver à avoir des chirurgiens suffisamment vite formés, parce qu'on est en train de perdre des années avant de former un bon chirurgien. Voilà la remarque que je voulais faire. Alors, très bien pour Victor Hugo, il n'a pas dit qu'il fallait reprendre la porte du passé. Il faut faire avec la disparition de l'internat. Il n'y a pas de question là-dessus. Je trouve que les propositions qui viennent d'être faites, que je ne connaissais pas, sont absolument remarquables et facilement applicables par tout un chacun. Alors, ce qui est très intéressant dans vos deux interventions, c'est que vous montrez une expérience qui fonctionne très bien, qui est basée sur une culture, dans votre cas épicard, la culture des registres, dans ton cas, la culture d'anatomie, et sur un effectif qui est assez limité. 24 étudiants formés par an en chirurgie thoracique cardiovasculaire, et puis voilà. Quelles sont les difficultés que vous anticipez si on veut étendre ces expériences? Et on comprend bien que vouloir imposer une expérience nationale, ça ne fonctionne pas, mais quelles sont les difficultés que vous anticipez? C'est très simple, c'est le problème en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça n'existe pas encore. C'est que c'est extrêmement chronophage et ça demande énormément de matériel physique et humain. C'est-à-dire pour encadrer 18 internes en même temps, il faut beaucoup de monde. Il faut, vous savez que dans la plupart des facultés, il y a 1 ou 2 professeurs par discipline, hors les très grands CHU. Et vous allez à Poitiers, vous avez à Nice, vous avez 2 maximum, 2 professeurs de chirurgie. Donc, ce n'est pas possible à lui tout seul de former 18 internes d'un coup dans ces sessions qu'on propose.
Donc, il faut s'appuyer sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut les éduquer petits pour qu'ils deviennent ensuite tuteurs, moniteurs, et qu'il y ait du monde. On le fait déjà avec les étudiants qui s'auto-sélectionnent. Ils sont 3 par an, donc ils sont un groupe de 9 tuteurs qui maîtrisent les vidéos, la dissection, l'anatomie, connaissent l'anatomie par cœur. Bon, ils sont que 9 sur une promo de 200, mais c'est sur eux qu'on s'appuie pour organiser tout ça. Et donc, on arrive à faire des sessions où il y a 20 personnes encadrantes de tout âge, du PU, en passant par la chef de clinique jusqu'aux étudiants eux-mêmes, qui sont là pour encadrer tout ça. Et c'est surtout humain, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous êtes obligé d'avoir une équipe derrière vous de plusieurs enseignants. Il faut valoriser les étudiants en leur expliquant que c'est en enseignant qu'on apprend. Ça, c'est très important, c'est le principe du tutorat. C'est-à-dire que si vous faites de vos étudiants des enseignants, après, il ne faut pas que les internes se vexent qu'un étudiant en 3e année de médecine, tuteur d'anatomie, lui apprenne l'anatomie. Mais c'est comme ça, il ne l'a pas appris lui. Donc, il faut qu'il se mette devant sa réalité de son ignorance. Et puis, il faut qu'il accepte d'être dans un endroit où il y a une espèce d'émulation de toute génération avec un encadrement pédagogique précis et un programme précis, surtout avec des prérequis. C'est-à-dire qu'il faut venir à ces séances, 5 par an, ce n'est pas le bout du monde. Il faut que ce soit le samedi pour ne pas interférer avec les fonctionnements des services. Et il faut venir à ces sessions en ayant appris par cœur ce que l'on doit faire. Donc, il y a un travail personnel de l'étude de l'interne. Il y a une cohésion d'équipe à organiser, c'est-à-dire que dans ces écoles de chirurgie, il ne faut pas qu'il y ait un PU ou un MCU, il faut qu'il y ait 20 personnes qui soient là tout le temps, donc il faut l'organiser. Il y a beaucoup de facultés où c'est comme ça, les étudiants veulent faire de l'anatomie et donc sont là, sont un peu des encadrants, qui sont là pour organiser et structurer l'enseignement. Alors peut-être, tu l'as évoqué, la commission d'évaluation qui, dans votre expérience, si elle donne un avis défavorable, qu'est-ce qui se passe en pratique? Alors, il se passe qu'on ne peut pas le mettre en place parce que ce n'est pas réglementaire. Oui, c'est ça. Et la seule chose qui est réglementaire, c'est les commissions de DES qui se réunissent une fois par an. C'est bien ça d'ailleurs, où on discute de l'avenir, de l'interne, où il en est, alors on a un certain nombre d'internes par discipline et il faut, c'est pas mal, mais bon, sur le plan pratique, c'est rien, quoi. Il y a encore la possibilité pour l'étudiant, s'il consent aux remarques qui ont été faites, d'un droit au remords, puisqu'il est en… Voilà, après il y a le droit au remords et je pense que cette commission, elle donne un avis. C'est pour ça qu'on ne s'est pas placé comme quelque chose de réglementaire. Et tous les responsables de DES nous ont dit on est d'accord, sauf les ophtalmos, parce qu'ils nous ont dit quand même, quand on est ophtalmo, apprendre l'anatomie de l'abdomen, on a autre chose à faire, ce qu'on comprend parfaitement. Mais on peut très bien imaginer des sessions d'anatomie de tout l'appareil oculaire, depuis l'appareil vertébral, les nerfs, les faire disséquer des choses qu'ils ne verront jamais, ils n'ont que un nerf optique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul ophtalmo qui ait déjà vu un nerf optique ou un globe oculaire. Et donc, on pourrait très bien imaginer d'organiser ça. Le seul qui a été un peu réticent, c'est l'ophtalmo, mais tous les autres étaient plutôt partants. Et à nous, maintenant, de faire un programme et des objectifs pédagogiques qui conviennent à tout le monde. Très bien, on va te libérer parce que je sais qu'il y a un avion. Non, je suis désolé, il y a un avion et je ne voudrais pas qu'on te mette en retard. Merci beaucoup. Le prochain présentateur est Jean-Pierre Henry, qui est pilote de chasse et président du Stan Institute. Il va vous expliquer ce que c'est. Donc, on a déjà des propositions très concrètes à faire pour le séminaire voulu par Philippe Marr, où l'Académie pourra faire valoir une